est 20h30 sur Africa 7. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Pour les titres, le système scolaire sénégalais est loin d'être apaisé. Tirant un bilan de l'année 2015, les syndicats d'enseignants redoutent de nouvelles perturbations pour 2016. La traque des biens mal acquis a inspiré les juristes. Un livre blanc sur l'affaire Karim Wade vient d'être publié. La Saint-Sylvestre se prépare dans un contexte d'austérité au Sénégal. La fête s'annonce sobre dans de nombreux ménages. L'actualité internationale et sportive sera au rendez-vous dans cette édition et nous recevrons comme invité de rédaction M. Cellou Dalein Diallo, chef de l'opposition guinéenne. Dans un instant, le développement. Et voilà, nous démarrons cette actualité en bref. Des nouvelles des 5 détenus qui ont voulu s'évader de la maison d'arrêt correctionnel de Rebeuss hier. Ils sont détenus à la police de Rebeuss qui attend de les déférer devant le procureur pour tentative d'évasion en plus des peines qu'ils purgeaient déjà. Ces détenus aggravent leur cas puisqu'ils seront inculpés pour d'autres charges. L'année scolaire 2015 est marquée par des grèves récurrentes et un non-respect des accords signés avec le gouvernement du Sénégal. Selon les syndicats d'enseignants, ces problèmes sont loin d'être résolus. Des perturbations sont en vue pour 2016. Amadou Sabarba, Léa Niafouna. Même en période de vacances, les syndicats d'enseignants travaillent. Elhadji Malick Youm supervise les travaux. Il ne met pas de gants pour faire le bilan de l'année scolaire 2015. Il y a beaucoup d'acquis que nous avons obtenus. Même si, par ailleurs, obtenir des acquis maintenant et la mise en œuvre des acquis, alors à ce niveau, il faut reconnaître qu'il y a quand même un océan entre les deux. En 2 points, le cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire CUSEMS résume son bilan scolaire. Enfin, un bilan qui peut se résumer en 2 mots. Beaucoup d'engagements pris par les autorités, et bien très peu de matérialisation, au point que l'avenir s'assombrit. Des accords entre État et syndicats ont été signés en 2015 après plusieurs mois de grève. Ces instituteurs promettent de continuer la lutte si les autorités campent toujours sur leur position. En ma qualité de président du comité scientifique, je peux confirmer que le grand cadre a prévu cette année de dérouler un certain nombre d'activités pour amener le gouvernement quand même à respecter l'échéancier qui a été proposé par M. le Président de la République en ce qui concerne la mise en œuvre des accords. Les perspectives, on peut les résumer à la lutte, tant que bien entendu, mais le gouvernement ne changera pas du tout de fusil d'épaule. 2015, une année perturbée dans le secteur éducatif. Des syndicats ont déjà tiré leur bilan avec des promesses non tenues de la part des autorités et un préavis de grève plane pour accueillir 2016. Lancement d'un livre blanc sur le délit d'enrichissement illicite au Sénégal. Cet ouvrage mis en place par les 3 dolomistes vise à aider les États africains pour une meilleure gestion de l'administration judiciaire. Papa Cheikh Ndiaye Diouf, Sanoussi Sané. Une rencontre, 3 tours d'horloge, un seul objectif, montrer à travers la publication de ce livre blanc sur le délit de l'enrichissement illicite au Sénégal, comment le droit a été dit dans l'affaire Karim Wade. Bon, le cas Karim Wade, c'est un cas inédit, comme je vous l'ai dit, et ça montre encore une fois toute la complexité, toute la gravité du droit, avec les imbroglios juridiques, les intrigues judiciaires, et c'est un cas qui nous a permis d'être édifiés sur le délit, de mieux le connaître, afin de le réformer. Dans ce livre de 278 pages, l'Association des juristes africains essaie à travers ces 7 chapitres de soulever un certain nombre de problèmes juridiques. Dans l'attendu de la Cour suprême, à la page 22 de son arrêt, on a noté qu'il y a une différence entre les 2 périodes de 2000-2002 et de 2002-2012, mais le juge a décidé que cette différence n'est pas déterminante quant à la solution du litige. Donc on se pose uniquement des questions quant au champ d'application de l'article 163 bis, sans pour autant remettre en cause l'autorité de la chose jugée. Pour le secrétaire général de la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme,
Ce livre doit inviter les autorités étatiques à mener des réformes institutionnelles. La réforme également aujourd'hui doit aller dans le sens de l'indépendance de la justice, de l'indépendance du Parlement et par rapport à l'exécutif. La dernière réforme également importante que nous pensons, c'est de se doter d'une cour constitutionnelle qui remplace le Conseil constitutionnel qui a fait ses preuves. Et enfin, la loi réglementant le financement des partis politiques. L'Association des juristes africains, avec cet ouvrage, veut permettre aux lecteurs de se doter d'une grille d'analyse concernant l'affaire Karim Wade. Aux Parcelles Assainies, chrétiens comme musulmans comptent organiser la fête à leur manière, mais pour la plupart, la sobriété va être de mise cette année, d'où le choix des uns et des autres d'organiser une petite fête en famille avec les amis. Daouda Sow, Paulette Mendy Prera. Parcelles Assainies, unité 10, chez la famille Mendy, en banlieue dakaroise. Ici, la Saint-Sylvestre se prépare malgré la conjoncture. Saint-Sylvestre, on le prépare avec joie, amour, bonheur, parce que c'est la fête de fin d'année, malgré les difficultés de la vie, mais on le prépare parce que c'est une fois par an. Madame Mendy ne veut rien laisser au hasard. Elle a déjà programmé son menu de fin d'année pour les invités. Grillade de porc, évidemment, parce que c'est le porc qu'il y aura aussi pour les invités. Parce que le dialogue islamo-chrétien, nous, on le vit au jour. Donc il y aura du poulet rôti pour les musulmans. Chez les Playas, une famille musulmane, les enfants se tressent pour l'occasion. Maman veut leur faire plaisir pour la fête, mais dans la sobriété. On a l'habitude chaque année d'organiser une petite fête pour les enfants à la maison, le tout selon la bourse dont nous disposons. On prépare du lait, des gâteaux et bien d'autres mets pour leur faire plaisir. Ce père d'une famille catholique est trouvé en train de lire son journal. Avec l'âge, il n'a plus la tête à la fête. La dernière cloche de minuit me trouvait au lit souvent. Donc ce qui fait que les réveillons, maintenant, c'est dans la sobriété, en famille. Peut-être les enfants peuvent en profiter. Mais nous, adultes, maintenant, on essaie de prendre un peu de recul. Moi, par exemple. Bon, je le célèbre dans le cœur. Peut-être en allant à la messe. Après, on se souhaite une bonne année. Au Sénégal, la Saint-Sylvestre est célébrée dans les familles chrétiennes comme musulmanes. Mais cette année, la sobriété est le maître mot, avec certaines interdictions faites par les pouvoirs publics. En bref, les enfants Diak seraient maîtres chanteurs. Pape Massata et Khalil, fils de Lamine Diak, auraient essayé d'escroquer l'athlète turc contre de l'argent, 500 000 € pour un pack tranquillité. L'information a été publiée dans le quotidien sportif français. L'équipe, dans sa parution du jour, les faits se serait produit entre 2012 et 2013. L'athlète en question a finalement refusé de céder au chantage des fils de Lamine Diak. Elle a été condamnée pour dopage peu de temps après par l'IAF selon nos confrères français. Toujours en bref, Mactar Mbow, président des Assises nationales en 2008, atteste que Lamine Diak a contribué au financement des Assises nationales. À l'époque, il n'avait pas de problème avec les Russes. C'est à partir de 2011 que les problèmes ont surgi. Les Assises devaient être financées par les Sénégalais, sans quoi elles n'auraient pas eu lieu. C'est dans ce cadre que Lamine Diak a donné les 10 000 €, soit 6,5 millions francs CFA. Il a remis l'argent à un membre des Assises, en l'occurrence Pendambo, qui l'a reversé. Les financements n'ont rien à voir avec ce scandale de corruption dans lequel l'ancien président de l'IAF a été trompé. Force motrice d'un développement, la jeunesse est au centre de la problématique du devenir de l'Afrique. Un forum international inspiré des problématiques actuelles et diverses organisées à Dakar ont réfléchi sur les défis majeurs qui attendent le continent. Amadou Sabarba est avec nos confrères d'APA News. Nous vivons souvent dans le passé. La jeunesse est l'avenir de demain, a-t-on l'habitude de dire, d'où le thème d'un forum international organisé à Dakar, l'Afrique et ses devenirs.
Ces travaux sont dédiés à la jeunesse et sa vision de l'avenir de l'Afrique. L'implication des jeunes s'avère nécessaire et les intéressés semblent en être conscients. L'Afrique ne va pas se faire développer par des anciens ou par des vieux. C'est définitivement par les jeunes. Mais aussi, il faut que les jeunes se rendent compte que je ne serai pas là pour voir le développement de l'Afrique. Vous ne serez probablement pas là pour le voir. Mes enfants ne le verront peut-être pas, mais on doit quand même être engagé dans le mouvement. On ne fait pas toujours les choses parce qu'on va être reconnu. On ne fait pas toujours les choses parce que j'ai envie de développer l'Afrique et je veux qu'on dise que je l'ai fait demain, parce qu'on ne sera pas là pour le voir. Donc on doit s'engager et aussi accepter le fait qu'on ne verra pas ce développement. À travers des thématiques inspirées d'ouvrages d'illustres écrivains africains, des débats et panels sont organisés pour échanger sur les défis qui interpellent le continent. L'esprit d'entrepreneuriat, une alternative qui permet aux jeunes de mieux cerner les problèmes de leur continent. Le continent repère, le continent modèle, le continent sur lequel le développement se fera pour le 21e siècle, ce sera le continent africain. Mais les acteurs sont à nos côtés, sont tous ces jeunes avec qui nous travaillons aujourd'hui, avec qui nous avons travaillé déjà pour préparer ce colloque et qui cet après-midi échangeront avec des autorités, des personnalités qui ont apporté leur pierre à la construction de l'Afrique et qui leur passeront le relais véritablement. Il est important aujourd'hui que les jeunes puissent regarder autour d'eux, cerner les problèmes auxquels ils sont confrontés et essayer à travers des solutions innovantes de pouvoir répondre à ces problèmes. Et c'est l'entrepreneuriat qui va permettre à chacun de ces jeunes de pouvoir en tout cas créer de l'emploi, certes, mais aussi changer les niveaux de vie et changer l'état dans lequel leurs familles et les populations sont. Pour Aminata Touré, ancien Premier ministre du Sénégal, l'essor de l'Afrique dans tous les secteurs doit passer par la formation et la promotion des sciences et techniques. Il s'agit justement d'avoir une jeunesse formée, bien éduquée, une jeunesse qui puisse avoir une formation qui soit en adéquation avec les besoins de notre économie. Il faudrait que l'on relève le défi de la science et de la technique, qu'on ait justement une éducation, un système d'éducation nationale qui fasse une grande promotion des sciences et des techniques. Il faudrait qu'on ait également des jeunes entrepreneurs qui puissent pas seulement penser qu'ils sont tous faits pour devenir fonctionnaires, parce que ce n'est pas la vocation de l'État, mais qu'ils puissent être accompagnés dans la création d'entreprises. Ce forum international, marqué par des plénières qui ont permis un dialogue intergénérationnel, objectif, réfléchir ensemble sur les difficultés auxquelles sont confrontés les pays africains. Parlons de Mamadou Saliou Diallo, un artiste innovateur. Il est lauréat du prix du chef de l'État pour les innovations technologiques. Sa création en lave-main artisanal, Fatou Cissé et Léa Niafouna sont allés à la découverte de son univers. L'endroit est assez sobre comme atelier. Pourtant, c'est ici, dans ce tendre, que l'invention de Mamadou Saliou Diallo a pris forme. Mamadou Saliou Diallo, 37 ans, est lauréat 2015 du prix du chef de l'État pour les innovations technologiques. Son œuvre, un lave-main. Vu de loin, il fait penser à une grille pour barbecue et pourtant, un simple geste avec et on a les mains propres. Et un appareil lavage de mains qui permettra à 4 personnes de se laver les mains à la fois sans risque de contamination. Les appareils lavage de mains, ça va prendre 30 litres d'eau, les quantités de l'eau. Les 30 litres d'eau, c'est pour 300 personnes. Je pense que c'est très économique. Artiste, inventeur et innovateur, Mamadou Saliou, père de cet appareil, s'invite désormais dans les cérémonies événementielles. Ces pays-là, je trouve qu'il y a beaucoup de cérémonies religieuses et culturelles. C'est-à-dire, cérémonies religieuses, c'est Gamou, Magal, ainsi de suite. Culturelles, c'est Ngente, comme baptême, mariage, ainsi de suite. Il y a beaucoup de rassemblements. Ce qui a motivé Mamadou Diallo, c'est le manque d'hygiène qu'il a remarqué dans les écoles coraniques, les daras qu'il a fréquentés dès son jeune âge. Petit à petit, et dans la discrétion, ce ressortissant de Vélingara en région sud-est du Sénégal est arrivé à créer son entreprise appelée Sénigène. Quand nous sommes trouvés un financement de 250 millions ou bien 300 millions,
pour aller au Sine, c'était un moule, injection, pour tirer ça en plastique. Ça va coûter moins cher pour tous les maisons. Chaque maison, on lave-mains. Je pense que si nous avons trouvé beaucoup de lave-mains dans ce pays, Inch'Allah, beaucoup de maladies, on va sortir ici. Un projet qui a été appuyé par le ministre de l'Industrie et des Mines, l'Agence sénégalaise pour la propriété industrielle et l'innovation technologique, ASPIT, ainsi que le plan Sénégal émergent. Mamadou Saliou Diallo, autodidacte, se projette dans le futur. Pour ses prochaines inventions, il pense à des secteurs comme l'agriculture. Je vais préparer pour créer des appareils pour l'agriculture, avec des appareils pour construire une maison rapidement, moins cher. Hors de nos frontières, élections présidentielles et législatives en Centrafrique, 30 candidats convoitent le siège présidentiel au Burundi. Le président Pierre Nkurunziza déclare persona non grata les troupes de l'UA. En Allemagne, un ancien maire rwandais écope de la prison à vie. À Paris, Berlin et Bruxelles, les trois capitales européennes haussent leur niveau de sécurité pour contrecarrer d'éventuelles attaques terroristes pour la Saint-Sylvestre. Le tour d'horizon pour l'actualité hors de nos frontières avec Code de Seine. 2 millions de Centrafricains ont voté avec un léger retard ce mercredi. Retard dû à des problèmes de redéploiement du matériel électoral sensible dans certains bureaux de vote. Ici, au bureau de vote du quartier Bakongo, à 3 km du centre-ville de Bangui, les opérations de vote semblent bien se dérouler. À voir les files d'électeurs, l'engouement semble au rendez-vous à ces élections générales. Les Centrafricains vont choisir leur président de la République parmi les 30 candidats en liste pour le fauteuil présidentiel et 140 députés à l'Assemblée nationale sur près de 2000 candidatures. Pour la population centrafricaine, le plus gros enjeu de ces élections demeure le retour de la paix dans le pays après des années de troubles avec de nombreuses victimes. L'affaire du plateau n'offre pas que des opportunités aux populations. Transport, embouteillage, problèmes de restauration ou de parking, tout un cocktail qui casse l'élan des plus démunis. Breu gratte-ciel et ses immeubles de prestige font de la commune du Plateau le point de ralliement quotidien au cœur de la ville d'Abidjan. Ce décor cache pourtant le calvaire que vivent les travailleurs ou visiteurs dans ce centre administratif de la capitale économique ivoirienne. Outre les institutions de la République, ce quartier abrite des établissements bancaires, des ambassades et autres commerces. Déjà tôt le matin, les longues files de voitures traduisent les problèmes auxquels sont confrontés les différents usagers. Ce n'est pas nous seulement les transporteurs, c'est tout le monde. Ça pénalise tout le monde. Parce que si tu habites à la Palmeraie, que tu dois venir au plateau à 7 h, il faut te réveiller peut-être à 5 h. Nous-mêmes, les taximètres, on nous propose souvent 4 000 pour venir au plateau, on refuse. Actuellement, les heures de pointe, nous sommes arrêtés parce qu'il y a des embouteillages. Autre problème en fin de matinée, la restauration. Les prix à payer pour assouvir sa faim n'est pas à la portée de toutes les bourses. Au moins 1000 francs CFA, soit 2 $ par repas. C'est vraiment difficile de se restaurer au plateau ici. On a même interrompu le travail pour que les gars aillent manger à Tâcheville et puis reviennent après. Il n'est pas loisible, même souhaitable, qu'on augmente à tout le temps les choses, par exemple. Et il doit y avoir en principe un regard particulier au niveau des impôts, la douane, aussi bien que le ministère du Commerce notamment.
Si le salaire minimum en Côte d'Ivoire est de 36 607 francs CFA, soit environ 73,21 $, la situation est encore pire pour les étudiants et les sans-emploi. Pour un étudiant qui a une somme de 500, ne peut vraiment pas se restaurer au plateau. C'est très compliqué pour lui de se restaurer au plateau parce que nous avons toujours les plats de 700 000 francs. Bon, on considère que le plateau est fait pour les fonctionnaires et non pas pour nous les étudiants. Pour manger, en tout cas, moi je peux dire que c'est difficile. C'est très difficile. Si tu n'as pas au moins 1000 francs, tu ne peux pas manger. C'est difficile pour quelqu'un qui ne travaille pas. Tu es venu pour déposer tes dossiers le midi, tu dois jeûner. Pour leur part, les gérantes de restaurants dans ce quartier des affaires tentent de légitimer les prix sur leurs cartes. Un plat au plateau à 1000 francs, ils vont manger du riz. 1 kilo de riz à 500 ou bien 1 kilo de riz à 600, 700. Si tu prépares, tu n'as pas fait 1000 francs, tu ne peux pas gagner l'argent de sauce, l'argent de viande, l'argent de riz. Et pourtant, il faut la qualité, puisqu'on est au plateau, il faut la qualité pour offrir aux gens. Au niveau du plateau, nous avons des charges aussi qui reviennent excessivement chères. Par exemple, il y a le loyer, il y a les impôts, il y a le personnel que nous devons déclarer à la CNPS. Après une journée pleine de hauts et de bas, il faut quitter ce quartier où les parkings publics sont presque inexistants. Le chemin du retour est encore moins aisé. Pour les conducteurs, il faut rester très patient dans les embouteillages. Quant aux passagers, c'est un véritable casse-tête dans les différentes gares. Les taxis communaux appelés Woro Woro et les bus de transport public se font rares. Les gros camions, surtout, ce sont eux qui causent beaucoup ces embouteillages-là. À partir de 7h30 jusqu'à 8h et à partir de 17h30 jusqu'à 18h. Et demain, ce sera encore le même chemin de croix. Les autorités ivoiriennes gagneraient à déconcentrer ou à décentraliser au maximum les infrastructures et les institutions présentes dans la commune du plateau. Une politique qui aiderait à mieux accompagner l'émergence de la Côte d'Ivoire, un vœu cher au président Alassane Ouattara. En sport, on connaît désormais le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale du Burkina Faso. L'Association internationale de la presse sportive récompense les meilleurs sportifs de l'année 2015. Et le Barcelonais Lionel Messi devrait toucher près du double de son salaire annuel dès l'année prochaine. Le tout, c'est avec Jean-Djibril William. Huit jours après le départ de Gernot Rohr, le Burkina Faso annonce le nom de son successeur sur le banc des étalons. Il s'agira du Portugais Paulo Duarte, présent depuis dimanche à Ouagadougou pour des négociations avec le comité exécutif. Le technicien devrait ainsi retrouver un banc qu'il avait déjà occupé entre 2007 et 2012. C'est sous sa houlette que les étalons avaient franchi un palier en se qualifiant pour les CAN 2010 et 2012. Un groupe entièrement façonné par l'ancien coach du Mans et qui avait alors atteint la finale de l'édition 2013 de la Coupe d'Afrique sous la direction de Paul Pout. Depuis son départ de Ouagadougou, Duarte, âgé de 46 ans, a en revanche collectionné les échecs au Gabon puis au CS Sfaxien en Tunisie. L'Association internationale de la presse sportive a dressé la liste des meilleurs sportifs de l'année en cours. Au total, 91 journalistes membres de l'AEPS ont participé au vote pour désigner les lauréats de l'année 2015. Détenteur de 3 médailles d'or du championnat du monde d'athlétisme, le Jamaïcain Usain Bolt s'impose comme numéro 1 chez les hommes avec 27,74% des voix, devant le Serbe Novak Djokovic, premier joueur mondial de tennis, et le footballeur argentin Lionel Messi. Chez les femmes, c'est la joueuse de tennis américaine Serena Williams, gagnante de 3 tournois du Grand Chelem, qui reçoit la palme avec 24,19% des votes. Derrière elle, Jenzebe Dibaba, athlète éthiopienne et championne du monde en 2015, suivie de la néerlandaise Daphne Schippers, qui a remporté l'or pour l'épreuve du 200 mètres lors du même championnat. D'après la EPS, la meilleure équipe de l'année est le club de football du FC Barcelone. Les Catalans ont gagné la Ligue des champions de l'UEFA, raflé la Coupe du monde des clubs de la FIFA, la Supercoupe de l'UEFA et le championnat d'Espagne de football. Enfin, l'association a rendu hommage au championnat du monde d'athlétisme 2015 de Beijing, qui est selon elle le meilleur événement sportif de l'année qui se termine.
Devenu le joueur le mieux payé au monde depuis la prolongation de son contrat l'an dernier, Lionel Messi devrait quasiment multiplier son salaire la saison prochaine, après avoir perçu 20 millions d'euros lors du précédent exercice, puis près de 23 millions cette saison. Le capitaine de l'Albiceleste lié au Barça jusqu'en 2018 s'apprêterait à percevoir près de 40 millions pour la saison 2016-2017. Une révélation du journal catalan Ara qui affirme toutefois que plusieurs millions d'euros de primes pourraient venir s'ajouter à cette somme. Grâce au quintuplé réalisé par le Barça, il devrait atteindre les 20 millions pour le quadruple Ballon d'Or, de quoi écarter la piste de Manchester City, prêt à proposer à Lionel Messi un salaire de 27 millions d'euros s'il venait à rejoindre les Blues. Avec un salaire de base de 39,4 millions d'euros, soit près de 26 milliards de francs CFA chaque année, l'Argentin devrait être l'un des sportifs les mieux payés du monde dans les mois à venir. Et voilà, comme annoncé dans les titres, nous recevons ce soir dans nos locaux le chef de l'opposition guinéenne, M. Cellou Dalein Diallo. Bonsoir, M. Diallo. Bonsoir. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Et voilà, au lendemain de la présidentielle, l'actualité en Guinée, c'est la démission du Premier ministre, la formation d'un nouveau gouvernement de 31 membres avec à sa tête Mamadou Youla comme chef de gouvernement. Quelle analyse faites-vous de cette situation? Écoutez, c'est quelque chose à laquelle on s'attendait. Le président a désigné donc le Premier ministre. On attend la désignation du gouvernement. Cet exercice donc n'est pas terminé. Mais en ce qui concerne M. Mamadou Youla qui a été désigné, j'ai eu le privilège de travailler longuement avec lui à la Banque centrale. Il m'a rejoint à la Banque centrale en 1989, on est resté ensemble pendant 5 ans. C'est un garçon, disons, qui a des compétences économiques et qui pourrait faire l'affaire, mais je doute qu'il ait l'autonomie dans la gestion de l'État. M. Alpha Condé ne partage pas habituellement le pouvoir, je ne suis pas sûr qu'il puisse commencer maintenant. Un technocrate à la tête du gouvernement, comment avez-vous accueilli la nouvelle? Écoutez, ça dépendra des politiques qui vont être mises en œuvre. Jusqu'à présent, depuis l'avènement de M. Alpha Condé au pouvoir, il n'a pas justement mis en œuvre de bonnes politiques. Et naturellement, la corruption s'est accrue, la croissance a été faible. La meilleure performance économique qu'il a faite, c'est en 2013, avant Ebola, avec 2,3% de croissance. Et en 2013, la Côte d'Ivoire faisait 9%. Le Libéria 7%, la Sierra Leone à côté 14% de croissance, la Guinée seulement 2,3%. Alors jusqu'à présent, il n'a pas su formuler et mettre en œuvre des politiques susceptibles d'accroître la croissance et de réduire la pauvreté. Il n'a pas pu rassurer les investisseurs. Donc il n'y a pas eu d'investissement, le chômage s'est accru. Ensuite, Ebola est venu aggraver une situation déjà difficile pour les Guinéens. Je ne sais pas s'il s'est assagi, s'il va essayer maintenant de formuler de bonnes politiques, d'avoir une capacité d'écoute. Il y a des cadres, il y a des compétences en Guinée, à l'extérieur. Le problème pour M. Alpha Condé, c'est qu'il n'écoutait pas. Il était sûr de ses formules qui sont dépassées de 30 ans et voilà, il a retardé la Guinée. Voilà 5 ans de retard, il n'y a pas eu de progrès. Et pensez-vous qu'avec Mamadou Youla à la tête, l'espoir est permis? Ça dépendra de la marge de manœuvre dont il disposera. Le régime est très présidentiel. M. Alpha Condé n'a pas la réputation de quelqu'un qui partage le pouvoir. S'il essaye de persister dans les choix qu'il avait fait pendant son premier mandat, naturellement, nous aurons les mêmes résultats, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de croissance, il n'y aura pas de réduction de la pauvreté et du chômage, et ça risque de conduire le pays à des situations sociales très difficiles. D'accord. Hormis cela, des opposants se disent également prêts à entrer dans le futur gouvernement et à travailler avec le président Alpha Condé. Et pourquoi vous ne voulez pas travailler avec le président? Écoutez, je ne m'engage pas dans un gouvernement sans qu'il y ait une politique claire qui est définie. Moi, je fais pas la politique pour le pouvoir. Je souhaite que mon pays avance sur le plan de l'instauration de la démocratie et de l'état de droit. Je souhaite participer à un gouvernement, mon parti peut participer à un gouvernement qui se fixe des objectifs et qui s'engage à mettre en œuvre des politiques
susceptible justement d'améliorer les conditions de vie des Guinéens. Je n'ai pas vu ça avec M. Alpha Condé, puisque pendant ces 5 ans, la démocratie a reculé, les droits humains ont reculé, il n'y a pas eu de croissance, la pauvreté s'est aggravée. Je ne veux pas m'associer à des politiques qui ne sont pas de nature à favoriser justement l'amélioration des conditions de vie des Guinéens. Encore que M. Alpha Condé ne m'a absolument rien proposé. Il a reçu certains opposants avec lesquels il a échangé. Et ils se sont sans doute mis d'accord sur une participation de ces leaders-là dans son gouvernement. Par contre, moi, il me considère déjà comme chef de file de l'opposition et je me sens bien dans ce statut. Et si la donne changeait, que le président Alpha Condé vous tendait la main? Ben, écoutez, pour parler de la Guinée, je peux le rencontrer. Je n'exclus pas de le rencontrer. Pour l'instant, nous avons des relations difficiles. Il ne me tend pas la main. Moi, je ne demande pas à le rencontrer. Pour le moment, c'est le blocage. D'accord. Et hormis cela aussi, récemment, le président Condé a gracié plusieurs détenus, dont des opposants. Mais il se trouve que des membres de votre formation politique sont toujours détenus en prison. Qu'en est-il exactement? Oui, attendez. J'ai beaucoup de militants et responsables du parti détenus actuellement dans les prisons de M. Alpha Condé. Il y a une quarantaine de responsables du parti. Tous les responsables du parti de Koundara sont actuellement en prison. Ils ont été arrêtés à la suite d'affrontements pendant la campagne entre les militants du RPG et ceux de l'UFDG, mon parti. Et ceux-là sont en prison. Il a gracié 3 membres du parti de l'UFDG. M. Baouri et 2 autres jeunes. Dont le vice-président. Qui est le vice-président du parti et 2 autres jeunes, Tierno Sadou et Baba Alim. Il n'y a que 3 politiques qui ont été graciés. Le reste, c'était des gens de droit commun. D'accord. Donc, dans la globalité, ça se voit que vous contestez toujours l'élection du président Alpha Condé. Et quelle est l'appréciation de manière globale que vous faites de son régime? Madame, il n'y a pas eu d'élection en Guinée. C'est très difficile pour quelqu'un qui est loin de le savoir. Je vous donne 3 éléments. Très tôt, M. Alpha Condé a inféodé la CENI, la Commission électorale nationale dite indépendante, qui devait être une commission paritaire avec des représentants de l'opposition et des représentants de la mouvance. Ensuite, le fichier, lorsqu'il s'est rendu compte qu'il lui était impossible de gagner une élection transparente, il a commencé à manipuler, d'abord à inféoder la CENI, ensuite à manipuler le fichier. Lorsqu'il est passé en tournée dans les régions qui sont réputées être ses fiefs, il a ordonné de recenser tous les enfants de 10 ans, auxquels on a attribué l'âge de 18 ans. Et on a constaté ça, on a filmé, on a documenté, on a dénoncé. J'ai personnellement envoyé les députés de mon parti qui l'ont constaté et on a même arrêté une femme députée qui était là en train de filmer des jeunes de l'école primaire qui étaient en train d'être enrôlés et auxquels on attribuait 18 ans. Et le responsable de mon parti dans une circonscription qui s'appelle Kerouani, il a 3 enfants qui sont à l'école. L'aîné est né en 2001, le second est né en 2004, le troisième en 2006. Tous ces 3 enfants sont rentrés chacun avec un récépissé indiquant qu'ils sont tous nés en 1997. Et lorsque le recensement est terminé, on s'est rendu compte que dans les fiefs de M. Alpha Condé en Haute-Guinée, le corps électoral s'était accru de 44%, alors que dans le reste du pays, c'est 16%. Et aujourd'hui, en Guinée, nous avons 57% de la population qui vote. Au Sénégal, vous êtes à 38%. En 2010, nous, on était à 40%. Aujourd'hui, à la suite de cet enrôlement massif de jeunes mineurs, nous avons un corps électoral qui est de loin supérieur à la moitié de la population. Et ces chiffres existent. L'ambassadeur des États-Unis en Guinée a appelé ça des anomalies statistiques du fichier électoral guinéen. Alors, avec ça, naturellement, on est allé aux élections et dans des conditions que vous comprenez. Et dans sa région, on a fait du bourrage des urnes. C'est 98% de participation, 98% de suffrages en faveur de M. Alpha Condé. On a envoyé des jeunes pour nous représenter dans les bureaux. Ils ont été chassés, bastonnés et parfois enfermés. Donc il n'y avait pas de représentants de l'opposition dans ces bureaux de vote.
Et naturellement, les résultats étaient, lorsque au niveau national, le taux de participation était de 50 ou 55%, en Haute-Guinée, c'est 98%. Et chez nous, dans les fiefs de l'opposition, les cartes n'ont pas été distribuées. À Ratoma, c'est à Conakry, une commune réputée être de l'opposition, où généralement mon parti gagne 70 à 80%. Il y a eu plus de 110 000 cartes sur 480 qui n'ont pas été données aux électeurs. Donc tout ça, c'était organisé, planifié et exécuté, si bien que M. Alpha Condé a été déclaré vainqueur au premier tour avec 57%. Et vous avez dénoncé tous ces faits? Nous avons dénoncé tous ces faits lors du dialogue qui s'est tenu. Et après, malheureusement, on n'a pas eu d'écho. Tout le monde souhaitait la stabilité et la continuité, hélas. Et justement, par rapport à la stabilité, pour terminer, quelle a été la réaction des populations? Nous, les gens étaient déçus, naturellement. Nous, on a appelé au calme pour éviter des tueries inutiles. Parce que je vous rappelle que depuis que M. Alpha Condé est au pouvoir, on a tué à bout portant 76 militants de nos partis lors des manifestations pacifiques qu'on organisait. Et jamais un gendarme ou un policier n'a été sanctionné, même pas de sanctions administratives, la plus forte raison de sanctions pénales. D'accord, merci Monsieur Diallo, et je rappelle que Monsieur Diallo est le chef de l'opposition guinéenne et il est également le président de l'Union des forces démocratiques de la Guinée. Et voilà, c'est sur ces notes que nous nous disons au revoir. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le programme continue sur Africa 7. Bonsoir à tous. Merci.